Alors, quelques notes historiques. La cohésion. Donc, c'est une note historique, mais en même temps, c'est un peu de théorie, là. Donc, la cohésion d'une classe ou d'un module, c'est la force avec laquelle les membres de cette classe-là sont liés les uns aux autres. Donc, cette force dépend de la raison pour laquelle ils se retrouvent ensemble, donc de la pertinence et de l'importance de l'objectif commun. Évidemment, plus la cohésion est grande, mieux c'est. La notion de cohésion est liée à celle de responsabilité unique, donc le SRP, Single Responsibility Principle, qu'on a vu au début, si ma mémoire est bonne, de ce diaporama. Donc, la classe doit être responsable de faire une et une seule chose et bien le faire. Donc, cette notion, chacune des méthodes prises, cette notion non seulement s'applique à une classe, mais peut aussi s'appliquer à chacune des méthodes individuellement. Donc, une méthode doit faire une et une seule chose et bien le faire. Donc, vous avez ici le père de la cohésion, Larry Constantine. Donc, les types de cohésion, on a d'abord, donc, plus la cohésion est forte, mieux c'est. Donc, on a d'abord la cohésion accidentelle ou par coïncidence. Donc, les membres n'ont aucun rapport entre eux. Ils sont ramassés ensemble, mais ça n'a aucun rapport. Cohésion logique. Donc, les membres font la même chose, mais pas nécessairement sur la même cible. Temporelle. Donc, les membres agissent au même moment, mais c'est pour ça qu'on les a regroupés ensemble. Procédurale. Donc, ils fonctionnent de la même manière à l'interne aussi. Si vous voulez, ils font un peu la même chose. Informationnel, ils agissent sur la même cible. Séquentiel ou hiérarchique, ils s'utilisent l'un l'autre ou l'une l'autre dans le cas de en fait, ils collaborent pour un objectif commun, pertinent et unique, ce qui est équivalent à ce qu'on appelle la responsabilité unique, le SRP de Robert C. Martin. Donc, le Clean Coder et le père du Single Responsibility Principle. Donc, pour ce qui est des structs et des records, donc la composition en fait, donc la notion de struct ou de record a été développée fin 1950 dans un langage moins utilisé de nos jours, mais qui a été très utilisé à une certaine époque, qui s'appelle le COBOL, qui est encore utilisé à cause des systèmes, disons, comment on dit, systèmes patrimoniaux. En anglais, on va dire les legacy systems. Donc, d'ailleurs, c'était sa grande force à l'époque par rapport à son compétiteur Fortran, qui était plutôt orienté vers les calculs mathématiques. Donc, vous avez ici, d'une certaine façon, la parraine du langage COBOL, donc qui était la... Comment est-ce qu'elle était une générale ou une colonelle, enfin, je sais pas trop, mais disons qu'elle était un grade assez élevé à la fin de sa vie. Donc, Grace Hopper, qui est dans la US Navy, qui a développé les linkers. On n'a pas vraiment vu ça dans le cours, mais c'est très important. Et le langage COBOL. La notion de module et de référence. Donc, la notion de référence et de valeur nulle a été raffinée en algol W en 1965 et plus tard récupérée par Pascal en 70 et le langage C en 72. La notion de module a été raffinée d'abord dans le langage Modula et ensuite son successeur Modula 2 en 1977. Vous avez des acteurs ici principaux. Vous avez Tony Ware qui ont inventé Quicksort, un algorithme de tri très brillant et très puissant. Il a inventé ça pendant qu'il faisait un stage à Moscou. Ouais, c'est un Britannique. Qui a participé à l'élaboration du langage Algol, Algol W et de la valeur nulle. Et vous avez Niklaus Wirth ici, qui a principalement fait sa carrière à Zurich, mais qui est un Suisse d'origine, qui a développé le langage W, Algol W, pardon, Pascal et Modula 2. Et il a aussi fait sa maîtrise à l'Université Laval. Les classes, donc la notion d'instanciable avec héritage provient d'un langage appelé Simula 67. En fait, il y a eu Simula avant, mais qui était très embryonnaire, Simula 67 de 1967. Donc, qui était extrêmement avant-gardiste pour son époque. On peut s'en douter. Donc, ce langage-là a servi, en fait, de base à Bjarne Starstrup, ici, que vous avez, qui a récupéré, qui s'est dit, moi, je vais mettre des classes dans le langage C. Alors, il a créé le langage C++, et il a inventé, pour l'occasion, ce qu'on appelle les classes statiques et les namespaces. En 1985. Et lui, en fait, il travaillait à un célèbre laboratoire qui s'appelait le Bell Labs, d'où est sorti le langage C.
le système d'exploitation Unix et le langage C++, entre autres. Donc, qui était une compagnie de téléphone aux États-Unis, qui était quasi monopolistique en fait, puis que le département de la concurrence américain a obligé cette compagnie-là à se splitter en différentes compagnies. Donc, voilà. Le Bell Labs, d'une certaine façon, n'existe plus. Vous avez ici les créateurs du langage Simula67 à Oslo, donc c'était des Norvégiens. Lui, il travaillait au Bell Labs, mais c'était un Strauss-Strauss, je pense, c'était un Danois d'origine. Les classes modernes, donc comme on les rencontre en C#, qui date de l'an 2000, ont d'abord été développées en Java, qui a été créé en 1995, mais peuvent être retracées dans un autre langage avant-gardiste, FL, en 1985. Donc vous avez ici Bertrand Meyer, qui est le père du langage FL, lui c'est un Français. Vous avez James Gosselin ici, qui est le père du langage Java. À l'époque où il travaillait à Sun Microsystems, lui c'est un Canadien d'origine, albertain si ma mémoire est bonne. Et vous avez Anders Ellsberg, qui d'abord a travaillé pour une compagnie qui s'appelait Borland. En fait, d'abord, il a travaillé pour sa propre compagnie, sa propre affaire qu'il a créée. Après ça, il a été embauché par Borland. Et il a été, finalement, ensuite débauché. Si vous voulez, Microsoft a été le chercher chez Borland pour la ramener chez elle, pour développer le langage C# et plus tard le langage TypeScript. Quand il était chez Borland, il a développé Turbo Pascal et Delphi. Lui, c'est un Danois aussi d'origine. Les prototypes, donc certains langages objets n'ont pas de classe, mais juste des objets, donc ce qu'on appelle des prototypes dans le jargon. Le cas le plus célèbre, c'est celui du JavaScript qui a été développé en 1995 et qui apparemment aurait été développé en seulement 10 jours. Donc développé par un certain Brendan Eich qui travaillait à l'époque à Netscape, qui était le célèbre compétiteur de Internet Explorer de Microsoft. En fait, Netscape était là avant Internet Explorer, mais bon, il y a eu une célèbre compétition entre les deux. Et Internet Explorer a gagné, Netscape a fait capote dans la bulle technologique des années 2000. Netscape a explosé. On n'a plus jamais entendu parler. Mais lui, après ça, il a fait la fondation Mozilla. Donc, si vous programmez en JavaScript moderne, vous allez avoir des classes, mais c'est juste un maquillage pour ne pas dérouter les programmeurs qui sont habitués aux autres langages objets. Parce que c'est un peu déroutant de fonctionner avec des prototypes au lieu de fonctionner avec des classes. Donc, on a rajouté dernièrement, vers 2015 ou 2016, je ne me rappelle pas trop, des classes dans le langage JavaScript, mais c'est comme une espèce de sucre syntaxique. Là. On met ça juste par-dessus pour que les gens soient pas trop déroutés. Moi, perso, j'aime bien que ça soit juste des prototypes. C'est ce que je préfère, mais bon. J'aime bien que ça soit des classes en C#, mais quand je suis en JavaScript, j'aime bien que ça soit des prototypes. J'aurais préféré que ça reste comme ça, mais que voulez-vous. Finalement, on en vient à la notion de métaclasse. Donc, le langage C#, c'est pas le plus puriste des langages orientés objets. Donc, cet honneur revient plutôt au langage qui supporte la notion de métaclasse. C'est-à-dire le langage dans lequel la classe elle-même est un objet, d'une certaine façon, et que les classes peuvent, les objets, en tout cas, il peut y avoir des dérivations, etc. Donc, cet honneur-là revient à un langage pionnier qui s'appelait Smalltalk, qui date de 1972, qui a été développé au Xerox PARC, ici, principalement par Alan Key et Adele Goldberg. Donc, Alan Key, qui encore aujourd'hui, on peut le suivre si on va, moi je suis abonné, disons, des fois, en tout cas, je suis une espèce de blog, entre guillemets, des fois, qui écrit, là. Donc, c'est un genre de... Il écrit encore de temps en temps, je sais pas quel âge il est rendu, mais bon Dieu. Donc, comme vous voyez, c'est tout un personnage. Là. The best way to predict the future is to create it. Quand même. Donc, d'abord, c'était un biologiste qui s'est converti à l'informatique. Donc, finalement, le fameux Xerox PARC, qui était aussi une pépinière d'idées. Donc, vous aviez le Bell Labs, qui était une pépinière d'idées. Vous aviez le Xerox PARC, qui était une autre pépinière d'idées. Donc, Xerox était une compagnie, est encore une compagnie qui existe encore, qui faisait principalement des photocopieurs, mais qui avait décidé de mettre sur pied un super laboratoire dans les années 70, où les informaticiens avaient un espèce de méga budget qui pouvait inventer un paquet de choses. Donc,
dans ce laboratoire-là, travaillaient justement Alan Key et Adele Goldberg, qui ont inventé le Smalltalk, mais il y a un paquet d'autres choses qui ont sorti de là. Donc, le parc, c'était le Palo Alto Research Center. Donc, Palo Alto, c'est une banlieue de San Francisco, dans la Silicon Valley. Alors, de là est sorti les imprimantes laser, le langage Smalltalk, les graphiques bitmap, les interfaces graphiques comme on les connaît, les éditeurs de texte WYSIWYG, en fait, les éditeurs de texte comme vous les utilisez, comme Word, etc. Mais avant, les éditeurs de texte ne fonctionnaient pas comme ça. Donc, vous n'avez pas connu ça. Mais moi-même, quand j'étais jeune, les éditeurs de texte étaient plus style, ce qu'on appelait, comment ça s'appelait déjà? Non, la mémoire ne me revient pas, mais donc, vous aviez WordPerfect. Bon, je viens de m'en souvenir. Donc, et le Model View Controller dans ce qui est le design pattern pour gérer les fenêtres. Et vous aviez aussi un fameux ordinateur Alto qui était d'une certaine façon le précurseur du Mac. Alors, étrangement, Xerox n'a pas su tirer parti. En fait, l'imprimante laser en a tiré parti, mais tout le reste que vous avez ici, Xerox, le parc, Xerox n'a pas su tirer parti de ce qu'elle inventait. Alors, c'est comme son laboratoire inventait plein de choses, mais il n'a pas su en tirer parti. Mais au milieu des années 70, ben, il y a un jeune loup qui a visité le labo et qui, évidemment, a su quoi faire avec ce qu'il a vu là-bas. Okay, je vous laisse deviner, c'est qui? Donc, questions et réponses. À vous jouer. Donc, vous avez à répondre ici. Donc, en résumé, les classes et l'orientation objet, possèdent de multiples formes. La forme d'orientation objet, que l'on rencontre en C#, s'est construite progressivement sur des connaissances que d'autres langages ont développées avant lui. Une certaine cohésion devrait exister entre les différents éléments d'une classe qui, idéalement, devrait avoir une responsabilité unique. Oups.